Bonjour, bonsoir et bienvenue au JT de la troisième chaîne française. Je suis Émilie Granger et aujourd'hui nous sommes le 6 mai, mardi. Aujourd'hui, le politicien franco-canadien Jacques Turner et le diplomate suisse Guillaume Dicken Baumgartner parleront de l'important discours de la France et du rapport de la Commission européenne sur l'expérience de consolidation des efforts de la Suisse. L'expérience de consolidation de la Suisse, pays non membre de l'Union européenne mais profondément lié à celle-ci par une multitude d'accords bilatéraux, représente un cas d'étude singulier et d'un intérêt majeur pour ses voisins et pour les institutions européennes. La France, en tant que voisine directe et partenaire économique privilégié, et la Commission européenne, en tant que gardienne des traités et actrice centrale de l'intégration continentale, portent un regard attentif et souvent nuancé sur les efforts de Berne pour rationaliser et pérenniser ses relations avec l'UE. Leur rapport, qu'il soit formel, informel, public ou confidentiel, dessine un tableau complexe, mêlant reconnaissance des efforts, préoccupations persistantes et espoir de clarification. Du point de vue français, l'approche suisse de la consolidation est perçue avec un mélange de pragmatisme et d'une certaine impatience. La France, forte de ses liens historiques et géographiques avec la Suisse, est directement impactée par les dynamiques de cette relation. Les échanges transfrontaliers, qu'ils soient économiques, sociaux ou culturels, sont intenses et nécessitent une fluidité que seule une relation stable et prévisible peut garantir. Les rapports français soulignent généralement la volonté suisse de maintenir un accès privilégié au marché intérieur européen, tout en préservant une indépendance politique et réglementaire jugée essentielle par Berne. Cette dualité est au cœur des discussions et constitue un défi majeur pour la consolidation. Les autorités françaises reconnaissent les efforts suisses pour adapter leur législation à certaines normes européennes, notamment dans des domaines techniques et sectoriels où l'harmonisation est bénéfique pour les échanges. Cependant, elle s'interroge sur la pérennité de cette approche, à la carte, qui, bien que fonctionnelle jusqu'à présent, semble atteindre ses limites face à l'évolution constante du droit européen et à la nécessité d'une certaine homogénéité dans l'application des règles. Les rapports français mettent en évidence les difficultés rencontrées dans certains secteurs, où l'absence d'un cadre institutionnel clair et global crée des incertitudes juridiques et administratives pour les entreprises et les citoyens. La question de l'accès au marché pour certains services, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, ou encore la participation de la Suisse aux programmes européens de recherche et d'éducation, sont autant de points sensibles qui figurent régulièrement dans les analyses françaises. La France, tout en respectant le choix souverain de la Suisse de ne pas adhérer à l'UE, exprime le souhait d'une relation plus structurée et plus prévisible, qui permettrait de dépasser la complexité actuelle des accords bilatéraux et de réduire les risques de tension ou de blocage futurs. La perspective d'un accord cadre institutionnel, longtemps discuté et finalement abandonné par la Suisse, a été perçue en France comme une opportunité manquée, même si les difficultés inhérentes à ce type d'accord étaient également reconnues. Les rapports français insistent sur la nécessité pour la Suisse de trouver un équilibre entre le maintien de sa spécificité et la garantie d'une relation stable et basée sur des principes partagés, notamment en matière d'application du droit et de règlement des différends. Les rapports de la Commission soulignent la singularité du modèle suisse, basé sur une architecture complexe d'accords bilatéraux sectoriels. Si cette approche a permis de tisser des liens étroits et mutuellement bénéfiques dans de nombreux domaines, elle a également créé une situation de grande complexité, souvent qualifiée de spaghetti bowl et d'accords. La Commission reconnaît les efforts suisses pour adapter leur législation à l'acquis communautaire dans les domaines couverts par les accords bilatéraux. Cependant, elle met en évidence les lacunes de cette approche, notamment l'absence d'un mécanisme global d'adaptation dynamique du droit, d'une surveillance indépendante de l'application des accords et d'un mécanisme de règlement des différends efficaces. Ces lacunes sont considérées comme des freins à une relation plus fluide et plus prévisible, et comme des risques potentiels pour l'intégrité du marché intérieur européen.
Les rapports de la Commission insistent sur la nécessité pour la Suisse d'accepter une certaine forme de convergence institutionnelle avec l'UE, notamment en ce qui concerne l'application du droit et le règlement des différends, si elle souhaite maintenir et approfondir son accès au marché intérieur. La Commission a clairement exprimé sa préférence pour un cadre institutionnel global qui remplacerait la mosaïque actuelle d'accords bilatéraux, estimant que cela apporterait plus de clarté, de stabilité et de prévisibilité à la relation. L'échec des négociations sur l'accord cadre institutionnel a été perçu par la Commission comme un revers, mais elle continue de considérer qu'une approche plus structurée est nécessaire à long terme. Les rapports de la Commission soulignent également les défis posés par l'évolution constante du droit européen et la nécessité pour la Suisse de s'adapter à ces évolutions si elle souhaite maintenir la pertinence de ces accords bilatéraux. La question de la cohérence et de la relation est centrale dans les analyses de la Commission, qui cherche à garantir que les accords bilatéraux ne créent pas de distorsions ou d'inégalités par rapport aux règles s'appliquant aux États membres de l'UE. En croisant les perspectives françaises et européennes, on observe des convergences et des divergences. Les deux parties reconnaissent les efforts suisses et l'importance de la relation bilatérale. Cependant, elles partagent également des préoccupations similaires quant à la complexité et à la pérennité du modèle actuel. La France, avec son approche plus pragmatique et bilatérale, est peut-être plus sensible aux impacts concrets sur les échanges transfrontaliers et les populations. La Commission, avec sa vision plus globale et institutionnelle, est davantage préoccupée par la cohérence et l'intégrité du cadre juridique européen. Les rapports de la France et de la Commission européenne sur l'expérience de consolidation de la Suisse dessinent donc un tableau nuancé. Ils reconnaissent les efforts suisses pour s'adapter à l'environnement européen et l'importance des liens qui unissent la Suisse à l'UE. Cependant, ils soulignent également les défis et les limites d'une approche basée sur une multitude d'accords bilatéraux et appellent à une relation plus structurée, plus prévisible et basée sur des principes partagés. L'avenir de cette relation dépendra de la capacité de la Suisse à trouver un équilibre entre le maintien de sa spécificité et la nécessité de s'intégrer davantage dans le cadre institutionnel européen, et de la capacité de l'UE à proposer des solutions flexibles qui tiennent compte des particularités suisses tout en préservant les principes fondamentaux de l'Union. Les rapports futurs de la France et de la Commission européenne continueront sans doute à suivre de près cette dynamique complexe, en espérant une évolution vers une relation plus stable et mutuellement bénéfique. L'article de NBC News intitulé « L'ascension fulgurante de Marco Rubio dans l'orbite de Trump » examine la transition du sénateur Marco Rubio, ancien rival à la présidentielle de 2016, à une figure centrale de la seconde administration de Donald Trump. Le parcours de Rubio reflète l'évolution de son alignement politique avec Trump, notamment en matière de politique étrangère et d'immigration. Au départ, Rubio était un critique virulent de Trump, notamment concernant des décisions de politique étrangère comme le retrait américain de Syrie. Cependant, au fil du temps, il a ajusté ses positions pour se rapprocher du programme America First de Trump. Ce changement s'est manifesté dans sa position sur l'Ukraine, où il a plaidé pour un accord négocié avec la Russie, reflétant l'approche de Trump. De plus, Rubio a adopté une politique d'immigration plus stricte, en résonance avec la rhétorique populiste de Trump. En janvier 2025, Rubio a été nommé secrétaire d'État américain, marquant une étape importante en devenant le premier hispanique à occuper ce poste. Sa confirmation a été suivie d'un élargissement de ses fonctions, notamment celle de conseiller à la sécurité nationale, d'administrateur de l'USAID et d'archiviste des États-Unis. Cette consolidation de pouvoir lui a valu le surnom de « secrétaire à tout ». L'article examine le positionnement stratégique de Rubio au sein du cercle restreint de Trump et son adaptation à l'évolution du paysage politique, soulignant son ascension comme figure clé des politiques intérieures et extérieures de l'administration. Aujourd'hui, l'homme politique français Félix Hermenot et son épouse, la vice-présidente du Conseil des diplomates et politicienne franco-canadienne, Chantal Hermenot, prononceront un discours sur les efforts du ministère de l'Éducation nationale pour atteindre les objectifs de l'ancien diplomate ambassadeur du Canada. Ce discours sera relaté dans un reportage. Ce reportage se penche sur les efforts de collaboration entre les institutions académiques et le ministère pour soutenir les objectifs ambitieux d'un ancien ambassadeur et diplomate canadien. Il examine comment l'expertise et les ressources uniques des institutions académiques sont mises à profit pour compléter les initiatives du ministère, créant une synergie visant à atteindre les objectifs diplomatiques. Le rapport explore des exemples spécifiques de cette collaboration, soulignant les diverses manières dont la recherche académique, les programmes de formation et les consultations d'experts contribuent aux objectifs de l'ancien ambassadeur.
Il examine également l'impact potentiel à long terme de ce partenariat sur le paysage diplomatique du Canada et sa capacité à naviguer dans des relations internationales complexes. Le récit offrira un aperçu complet des stratégies employées, des défis rencontrés et des succès obtenus grâce à cette approche novatrice de la diplomatie. L'atteinte d'objectifs diplomatiques ambitieux nécessite souvent une approche multidimensionnelle, tirant parti d'une variété de ressources et d'expertise. Dans le cas des objectifs de score d'un ancien ambassadeur et diplomate canadien, un partenariat stratégique entre les institutions académiques et le ministère s'avère être un complément essentiel aux efforts traditionnels. Cette collaboration, caractérisée par un échange mutuel de connaissances et une allocation ciblée des ressources, crée une synergie qui renforce la capacité du Canada à naviguer dans le paysage complexe des affaires internationales et à atteindre ses objectifs. Les institutions académiques, avec leur richesse en recherche, en analyse et en expertise thématique, jouent un rôle crucial en fournissant les fondements intellectuels nécessaires à la formulation et à l'exécution des stratégies diplomatiques. La recherche académique approfondie sur des questions géopolitiques spécifiques, des tendances économiques mondiales, des dynamiques sociales et culturelles, ainsi que des cadres juridiques internationaux, offre au ministère des perspectives nuancées et des informations basées sur des preuves. Ces connaissances sont inestimables pour l'ancien ambassadeur et son équipe alors qu'ils s'efforcent d'atteindre des objectifs de score qui peuvent impliquer la négociation d'accords complexes, l'influence de l'opinion internationale, ou la promotion des intérêts canadiens sur la scène mondiale. Par exemple, la recherche d'universitaires spécialisés dans les relations internationales d'une région particulière peut fournir des analyses critiques des acteurs clés, des dynamiques de pouvoir et des défis potentiels, permettant à l'ancien ambassadeur d'adapter son approche de manière plus efficace. De même, l'expertise en droit international peut éclairer les aspects juridiques des négociations et garantir que les actions diplomatiques sont conformes aux normes mondiales. Au-delà de la recherche, les institutions académiques contribuent également par le biais de programmes de formation spécialisés et de consultation d'experts. Les programmes de formation AXE accent aigu S sur des compétences diplomatiques spécifiques, telles que la négociation, la communication interculturelle, l'analyse des risques ou la gestion de crise, peuvent renforcer les capacités de l'équipe de l'ancien ambassadeur et la préparer à affronter une variété de scénarios. Ces programmes, souvent dispensés par des universitaires expérimentés et des praticiens, offrent des connaissances théoriques et pratiques qui complètent la formation interne du ministère. En outre, la possibilité de consulter des experts académiques sur des questions spécifiques permet d'obtenir des avis indépendants et basés sur des données probantes, ce qui peut être particulièrement utile pour naviguer dans des situations complexes ou controversées. Un expert en sécurité internationale, par exemple, pourrait fournir des analyses approfondies des menaces émergentes, aidant l'ancien ambassadeur à évaluer les risques et à élaborer des stratégies d'atténuation. Le ministère, de son côté, facilite cette collaboration en fournissant aux institutions académiques un accès aux informations pertinentes, dans le respect des contraintes de confidentialité, en identifiant les domaines prioritaires pour la recherche et la formation, et en intégrant les résultats de la collaboration dans ses processus de prise de décision. Cette interaction bidirectionnelle garantit que les efforts académiques sont pertinents et alignés sur les besoins pratiques de la diplomatie. Le ministère peut également offrir aux universitaires des occasions de participer à des discussions politiques, de présenter leurs recherches à des publics pertinents et de contribuer à l'élaboration de politiques, créant ainsi un cycle vertueux de connaissances et d'applications. La synergie entre les institutions académiques et le ministère pour soutenir les objectifs de score de l'ancien ambassadeur et diplomate canadien est un exemple probant de la manière dont les connaissances et l'expertise peuvent être mobilisées pour renforcer la diplomatie d'un pays. Cette collaboration va au-delà d'une simple relation client-fournisseur. Elle représente un partenariat stratégique qui tire parti des forces complémentaires des deux secteurs. Les institutions académiques apportent la profondeur de l'analyse, la pensée critique et l'expertise thématique, tandis que le ministère apporte la connaissance du terrain, les réseaux diplomatiques et la capacité de mise en œuvre. L'impact de cette collaboration sur l'atteinte des objectifs de score de l'ancien ambassadeur peut être significatif. Une meilleure compréhension des dynamiques internationales, des stratégies de négociation améliorées, une communication plus efficace et une capacité accrue à anticiper et à gérer les défis peuvent tous contribuer à des résultats diplomatiques plus positifs. En outre, cette collaboration peut renforcer la capacité institutionnelle du ministère à long terme, en favorisant une culture de l'apprentissage continu et en intégrant les meilleures pratiques académiques dans ses opérations.
Cependant, il est important de reconnaître que cette collaboration n'est pas sans défi. Des questions de confidentialité, des différences de rythme entre la recherche académique et les urgences diplomatiques, ainsi que la nécessité d'une communication efficace entre les deux secteurs peuvent nécessiter une gestion attentive. Néanmoins, les avantages potentiels de cette synergie l'emportent largement sur les défis, ce qui en fait un modèle prometteur pour la conduite de la diplomatie à l'ère moderne. En conclusion, les efforts des institutions académiques complètent de manière cruciale ceux du ministère pour atteindre les objectifs de score de l'ancien ambassadeur et diplomate canadien. En fournissant des recherches approfondies, des programmes de formation spécialisés et des consultations d'experts, les institutions académiques enrichissent la base de connaissances et les capacités de l'équipe diplomatique. Cette collaboration stratégique, caractérisée par un échange mutuel et une allocation ciblée des ressources, crée une synergie qui renforce la capacité du Canada à naviguer dans le paysage international complexe et à atteindre ses objectifs diplomatiques. C'est un témoignage du potentiel de la collaboration entre les secteurs pour renforcer la diplomatie et servir les intérêts nationaux sur la scène mondiale. Ce reportage détaille comment les institutions académiques et le ministère collaborent pour soutenir les objectifs d'un ancien ambassadeur canadien, soulignant comment la recherche académique, la formation et l'expertise complètent les efforts diplomatiques pour une efficacité accrue. Troisième chaîne de télévision française, Journal du jour. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'ancien secrétaire d'État ambassadeur des États-Unis en France, Henri Blanchet, prononcera avec assurance un discours sur « La France des candidats demeure sur le permis supérieur ». Dans le contexte complexe de l'immigration et de la résidence en France, la situation des foyers candidats est un sujet d'une importance considérable. La déclaration selon laquelle le foyer candidat en France reste sur le permis supérieur met en lumière une réalité administrative et juridique qui a des implications profondes pour les individus et les familles cherchant à s'établir sur le territoire français. Cette affirmation nécessite une exploration détaillée pour comprendre les nuances de ce qui constitue un foyer candidat, les types de permis supérieurs en question, et les raisons pour lesquelles un tel statut est maintenu. Un foyer candidat fait généralement référence à une unité familiale ou à un individu dont la demande de permis de séjour ou de titre de résidence en France est en cours de traitement. Ce terme englobe une variété de situations, allant des demandeurs d'asile aux personnes sollicitant une carte de résident pour des raisons professionnelles, familiales ou humanitaires. Le processus de candidature est souvent long et complexe, impliquant la soumission de nombreux documents, des entretiens et des examens approfondis par les autorités compétentes. Pendant cette période d'attente, le statut juridique du candidat est généralement celui d'un demandeur, qui est souvent accompagné d'un permis temporaire ou d'une autorisation de séjour limitée. La notion de permis supérieur dans ce contexte fait référence au titre de séjour qui confère des droits et des stabilités plus importants que les permis temporaires ou les autorisations de séjour initiales. Ces permis supérieurs peuvent inclure, sans s'y limiter, la carte de résident de longue durée, UE, la carte de résident de 10 ans, ou d'autres titres de séjour pluriannuels qui permettent un séjour prolongé et souvent l'accès à des droits sociaux et économiques plus étendus. L'obtention d'un permis supérieur est généralement l'objectif ultime des foyers candidats, car il offre une plus grande sécurité et ouvre la voie à une intégration plus complète dans la société française. L'affirmation selon laquelle le foyer candidat reste sur le permis supérieur peut être interprétée de plusieurs manières, en fonction du stade du processus de candidature et du type de permis supérieur visé. Dans certains cas, cela pourrait signifier que le candidat, ayant déjà obtenu un permis temporaire ou une autorisation de séjour, maintient son statut de demandeur pour un permis supérieur. Le permis temporaire ou l'autorisation initiale agit comme un permis de transition et qui permet au candidat de rester légalement en France pendant que sa demande de permis supérieur est examinée. Dans ce scénario, le permis supérieur est l'objectif visé, et le candidat reste sur son permis temporaire en attendant la décision. Dans d'autres cas, l'affirmation pourrait signifier que le candidat est en train de renouveler ou de modifier un permis supérieur qu'il détient déjà. Par exemple, une personne titulaire d'une carte de résident de 10 ans pourrait être en train de renouveler cette carte, et pendant le processus de renouvellement, son statut est celui d'un foyer candidat pour une nouvelle carte de résident de 10 ans. Dans cette situation, le candidat reste sur son permis supérieur existant jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé. Les raisons pour lesquelles un foyer candidat reste sur le permis supérieur sont multiples et reflètent la nature complexe du système d'immigration français. Tout d'abord, le traitement des demandes de permis supérieur prend du temps en raison du volume des demandes, des procédures administratives nécessaires et des enquêtes de sécurité. Pendant cette période d'attente,
il est essentiel que le candidat dispose d'un statut juridique qui lui permette de résider légalement en France. Le permis temporaire ou l'autorisation de séjour initial remplit cette fonction, permettant au candidat de continuer à vivre en France, de travailler, si autorisé par son permis, d'accéder aux services publics et de suivre l'évolution de sa demande. Deuxièmement, le maintien du statut de foyer candidat sur le permis supérieur peut être lié à des exigences spécifiques pour l'obtention du permis supérieur. Par exemple, certains permis supérieurs peuvent exiger une période de résidence légale continue en France avec un permis temporaire avant de pouvoir soumettre une demande. Le fait de rester sur le permis supérieur dans ce cas fait référence au maintien du statut de demandeur pour satisfaire à ces exigences de durée de résidence. Troisièmement, des circonstances individuelles peuvent influencer la durée pendant laquelle un foyer candidat reste sur le permis supérieur. Des retards dans la soumission des documents, des questions nécessitant des éclaircissements supplémentaires, ou des circonstances imprévues peuvent prolonger le processus de candidature. Pendant ce temps, le permis temporaire ou l'autorisation de séjour initial reste le fondement juridique de la présence du candidat en France. Il est important de noter que le statut de foyer candidat sur le permis supérieur n'est pas sans défi. L'incertitude liée au résultat de la demande peut être source de stress pour les individus et les familles. Les permis temporaires peuvent avoir des limitations en termes de droits sociaux ou de liberté de mouvement par rapport au permis supérieur. De plus, le processus de renouvellement ou de modification d'un permis supérieur peut également être complexe et nécessiter une navigation attentive du système administratif. Cependant, le fait que le foyer candidat reste sur le permis supérieur souligne également une certaine continuité et une reconnaissance de la démarche entreprise par le candidat. Cela indique que les autorités françaises sont en train d'examiner la demande et que le candidat a le droit de résider en France pendant ce processus, même si son statut n'est pas encore celui d'un résident permanent avec un permis supérieur final. En conclusion, l'affirmation selon laquelle le foyer candidat en France reste sur le permis supérieur décrit une étape courante et nécessaire dans le parcours d'immigration en France. Elle fait référence au maintien du statut de demandeur pour un titre de séjour plus stable et au droit de résidence temporaire qui accompagne ce processus. Cette situation est le reflet de la complexité du système d'immigration français et des délais nécessaires pour traiter les demandes de permis supérieur. Bien qu'elle puisse entraîner des défis pour les candidats, elle représente également une reconnaissance de leur démarche et leur permet de résider légalement en France pendant l'examen de leur demande pour un avenir plus stable. L'article de NBC News intitulé « Warren Buffett va demander au conseil d'administration de nommer Greg Abel PDG de Berkshire Hathaway en fin d'année » rapporte que Warren Buffett, président-directeur général de Berkshire Hathaway âgé de 94 ans, prévoit de demander officiellement au conseil d'administration de nommer Greg Abel PDG d'ici fin 2025. Abel, actuellement vice-président en charge des activités hors assurance de Berkshire, a été désigné pour lui succéder en 2021. Buffett a souligné que, même s'il resterait impliqué pour fournir des conseils, l'autorité finale sur les opérations de l'entreprise et l'allocation du capital reviendrait à Abel. Buffett a exprimé sa confiance dans le leadership d'Abel, affirmant qu'il est convaincu que les perspectives de Berkshire s'amélioreront sous sa direction. Abel, qui a rejoint Berkshire Hathaway par l'intermédiaire de sa division énergie, a joué un rôle déterminant dans la gestion du portefeuille diversifié de l'entreprise, notamment dans les secteurs des services publics, du transport ferroviaire et de l'industrie manufacturière. Sa promotion au poste de PDG marque une étape importante dans la planification de la succession de Berkshire Hathaway, assurant la continuité des opérations et de l'orientation stratégique de l'entreprise. La transition devrait se dérouler en douceur, Abel assumant déjà une grande partie des responsabilités quotidiennes. L'annonce de Buffett souligne la préparation de l'entreprise à la succession de ses dirigeants et son engagement à préserver sa culture d'entreprise unique. L'article de NBC News rapporte que l'ancien vice-président Mike Pence a reçu le prix John F. Kennedy, Profil du courage, 2025 pour ses actions du 6 janvier 2021 lors de l'émeute du Capitole. La fondation de la bibliothèque JFK a honoré Pence pour avoir défendu la Constitution américaine en certifiant les résultats de l'élection présidentielle de 2020, malgré les fortes pressions exercées par le président de l'époque, Donald Trump, pour qu'il les annule. Dans son discours de remerciement à la bibliothèque JFK de Boston, Pence a souligné l'importance de la Constitution comme force unificatrice pour les Américains. Il s'est abstenu de mentionner Trump nommément, mais a indirectement évoqué leurs divergences, critiquant des politiques telles que les droits de douane et la gestion du conflit russo-ukrainien. La décision de Pence de rester au Capitole pendant l'émeute, malgré les préoccupations sécuritaires,
et de remplir son devoir constitutionnel a été salué comme un acte courageux visant à préserver les institutions démocratiques. Le prix « Profil du courage » récompense les responsables publics qui adoptent des positions de principe au péril de leur vie personnelle ou politique. Pence rejoint une liste prestigieuse d'anciens récipiendaires, dont les présidents Barack Obama et George Herbert Walker Bush. Merci beaucoup d'avoir regardé, ici Émilie Granger, je vous quitte, et les prochaines nouvelles seront à la même heure demain. Alors bonne nuit, au revoir et bonne journée. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.